s'agit en fait de deux plaques de verre dans lesquelles il y a des toutes petites alvéoles qui correspondent à ce qu'on appelle les pixels, qui ont trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Et à l'intérieur, un gaz est injecté, d'où le nom un petit peu de plasma, et on allume un à un les pixels pour créer une image, donc plus ou moins claire ou foncée, donc plus ou moins allumée ou pas, et ça recrée complètement une image. Il n'y a pas ce qu'on appelle un canon derrière au bout qui envoie un faisceau, mais chaque petit pixel est adressé par une intensité lumineuse. On scinde un petit peu les écrans plats en deux catégories. Pour les tailles moyennes et petites, l'écran LCD, et au-dessus, jusqu'à des tailles en pouces de 50 pouces, 60 pouces, ce qui fait 127 ou 150 cm de diagonale sur le plasma. Alors le point 1 correspondra toujours à l'ajout ou l'installation d'un caisson de grave ou caisson de basse qui va donner physiquement, on va permettre de ressentir les vibrations. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on va entendre, en général pas, mais qui va donner les fondements du grave, donc des basses très profondes et surtout vibratoires, à ressentir physiquement le grave. Ensuite, on parle de 5.1, bien sûr, puisque c'est la base du Dolby Digital qui a été le premier à promouvoir ce principe. 5 plus 1, donc plus 1 le caisson, et 5 voix, 5 canaux, canal gauche, canal central, droit, arrière gauche, arrière droit, qui recrée un environnement sonore complet comme celui que l'on a dans une salle de cinéma. Le Dolby Digital EX, cette fois-ci, est un système, on va dire 6.1, qui rajoute un canal central à l'arrière pour donner une impression d'environnement sonore et surtout une précision des impacts arrière beaucoup plus précis. Il y a un peu moins de flottement, donc on va dire 6.1 ou 7.1, puisque le canal central arrière étant monophonique, on peut quand même, en fonction de la taille de la pièce, rajouter une autre enceinte en centrale arrière pour faire 7.1. Le Dolby Digital, si vous voulez, pour donner 5 canaux sur un support enregistré, il faut compresser énormément. Donc au cinéma, on a compressé le son pour que tous les canaux tiennent à côté du film. Dans le DTS, quand on a été créé pour le cinéma, on a tout reporté sur un CD-ROM. Donc on avait suffisamment de place pour pouvoir mettre tous les canaux en les compressant le minimum et en donnant une qualité qui se voulait bien supérieure. Cet ampli, lui, par exemple, c'est le nouveau Pioneer qu'on appelle référence, puisque c'est un produit de très très haute qualité musicale, bien entendu, mais qui propose une amplification 7.1 pour couvrir absolument tous les systèmes, je vais dire, multicanaux qui existent. Donc on pourra mettre une enceinte centrale à l'arrière ou deux, et bien entendu les 5.1 habituel. Nous avons ici un appareil qui est ici branché, qui est un récepteur média, ce qu'on appelle chez nous un récepteur média, qui sert de tuner pour recevoir la télévision, qui sert de centrale de branchement aussi avec plusieurs prises péri-télévision et toutes les prises utilisées dans le grand public, dans le semi-pro, et d'amplificateur également pour nos écrans plasma haute définition. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un câble qui est envoyé au récepteur plasma, à l'écran plasma, tout le reste se branchant sur le récepteur média qui est ici. Il y a jusqu'à présent deux prétendants au CD audio, qui sont le DVD audio, un système qui peut être soit en stéréo très très haut niveau, ou en multicanaux, et le SACD, qui lui était bien sûr 2 canaux au départ et maintenant est disponible en multicanaux. Ce qui veut dire que donc quelqu'un qui achète ce modèle Pioneer DV747 est sûr un petit peu de la pérennité, je dirais, de son achat, puisqu'il n'a pas à savoir la disponibilité en quantité du catalogue DVD audio ou SACD. Il l'achète, il trouvera toujours quelque chose à mettre dedans.
La particularité en fait de ce DVD, c'est d'avoir choisi volontairement de remplir les 5 canaux avec des instruments ou des machines dans le cas de musique électronique, et de ne pas travailler avec une logique qui est assez proche des DVD vidéo de concert, c'est-à-dire d'avoir les instruments en préservant donc la scène sonore, c'est-à-dire les instruments mixés dans les canaux LCR, et d'utiliser les canaux arrière plutôt pour des ambiances de salle ou pour mettre quelques événements sonores du type applaudissements ou un petit bout d'instrument, mais ça me semblait pas, je dirais, quelque chose d'intéressant. Mais je pensais que il est préférable d'attaquer directement des mix un petit peu plus complexes pour sensibiliser les gens à les ingénieurs du son, voire même sensibiliser les audiophiles à cette technologie de mixage. Voilà. Donc volontairement, j'ai mixé les 5 canaux de manière totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Ce qui est difficile dans le mixage 5.1, c'est d'arriver à maintenir l'intention et donner envie de continuer à écouter du 5.1. C'est-à-dire que soit on a une richesse musicale suffisante, ce qui est le cas, mettons, du big band, où on a une orchestration, un arrangement qui est fabuleux, donc ce qui fait que ça bouge sans arrêt, il y a des choses intéressantes à écouter. Soit on est dans une situation musicale un peu moins riche et on va compenser ce manque de richesse musicale par la richesse, je dirais, d'effets. Donc on va travailler avec beaucoup d'effets, des éléments sonores qui vont passer de gauche à droite, d'avant à l'arrière. Bon, voilà. Je crois que chaque type de musique va se prêter à un mixage différent. On prend très vite compte maintenant l'intérêt du 5.1, à la fois sur un plan, je dirais, technique, mais aussi sur un plan musical, puisque lorsqu'on a énormément d'instruments à mixer sur 2 canaux, c'est pas facile à les distinguer. Le même nombre d'instruments remixés sur 5 canaux, bah, ça permet de les distinguer. Donc on redécouvre finalement des mixages en 5.1, on redécouvre en fait des subtilités d'écriture, des subtilités d'arrangement grâce au 5.1, puisqu'avant c'était un petit peu tassé dans les 2 canaux. Voilà. Ce programme, en fait, permet, à partir d'une source stéréophonique, de créer un environnement 5 canaux. Alors, bien évidemment, ça reste du 5.1, mais on ne peut pas remixer les instruments qui ont déjà été mixés en stéréo. Par contre, ça va permettre de donner l'impression que nous sommes dans une salle de concert, tout simplement. Donc, on se rapproche un petit peu du mixage traditionnel d'un DVD vidéo, c'est-à-dire la scène sonore qui est préservée,
avec les instruments, une sommation quand même des canaux LR qui permettent d'avoir un centre cohérent, hein. Et puis l'arrière est constitué essentiellement de réflexion, de réverbération, de salles. On a le canal L qui est en fonction en entrée, okay, donc j'assigne en fait un son dans le canal L, et vous voyez qu'en sortie, la machine calcule en fait les réverbérations sur les autres canaux. Et elle calcule ça automatiquement, bien évidemment, en fonction des paramètres que j'ai déjà rentrés de la réverb, c'est-à-dire le temps de réverb, le pré-délai, enfin tous les paramètres de la salle que j'ai choisi. Là, elle va calculer automatiquement, ce qui fait qu'à partir de là, je peux écouter les autres canaux uniquement avec les premières réflexions qui ont été choisies, en gros calculées par la réverb. Et là, je pense que c'est un marché qui va s'ouvrir pour beaucoup d'éditeurs qui ont des catalogues jazz ou classiques et qui vont peut-être être tentés de dire bah oui, ça serait bien si mon vieux Duke Ellington ou Hampton était remasterisé, plutôt le terme, remasterisé en 5.1. Dans ces cas-là, on récupère les enregistrements originaux. On peut même les restaurer quand c'est des vieux vinyles qui craquent et redonner une impression que c'est joué dans la salle. Je suis aussi moi-même musicien, je suis persuadé que le musicien, enfin avant tout le compositeur, l'arrangeur et ensuite l'interprète peuvent d'ores et déjà commencer à écrire et à arranger pour le 5.1. C'est-à-dire que, je prends des exemples, une orchestration d'une musique pourra être déjà, au moment de l'écriture, penser 5.1, dire voilà, bah, je vais mettre mes instruments de telle manière, j'aimerais avoir mon pupitre de corde plutôt dans les canaux avant ou dans les canaux arrière, et les cuivres de telle manière. J'aimerais en fait que la réverb soit de telle manière, qu'elle simule plutôt telle salle. Je pense que ça va ouvrir une nouvelle créativité à la fois pour ceux qui écrivent la musique et ceux qui l'interprètent, et bien évidemment ceux qui la mixent, ce qui est mon cas. Pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est récent, qui émerge, donc on va avoir, je pense, dans les prochains mois, prochaines années, différents types de mixages et qui vont se caractériser par la sensibilité de l'ingénieur du son. Je me suis rendu compte que la plupart des systèmes home cinéma qui étaient installés d'un point de vue domestique ou voire même pour les installations professionnelles dans les salons, ben je dis pas pour la plupart, mais pour quelques-uns, les installations n'étaient pas conformes. Donc, alors soit absence de sub ou absence de voix centrale, ou très très mal réglé, ou les enceintes arrière qui étaient câblées en mono, ou alors que l'ampli était resté tout simplement en mode prologique alors qu'on était avec une lecture Dolby Digital. Bon. Donc, tout ça fait que l'idée que j'ai eue, c'est au moment de l'authoring, de mettre un petit système qui va permettre en automatique, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas la possibilité de l'enlever. Et chaque enceinte, en fait, chaque canal va avoir un bruit rose, et ce qui va permettre tout de suite de se rendre compte si l'enceinte est bien câblée et si on est bien aux normes 5.1.